Frédéric Bosquet qui va nous parler du projet Terra, projet d'écolieu particulièrement élaboré, donc situé en Lot-et-Garonne, sur lequel est développé un projet de revenu d'existence, revenu de base versé en monnaie locale. Donc ce que je vous propose, c'est en 10 minutes chacun donc, de développer votre thème. On va peut-être commencer par Jean-Baptiste Assouad. Alors, on parle beaucoup de sécurité sociale alimentaire depuis quelques années. De quoi s'agit-il ? Alors, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet pour rajouter une branche à la Sécu actuelle, mais qui soit dédiée exclusivement à l'alimentation. Donc, pour vous donner disons, le contexte, les pourtours de cette idée-là, donc il y a un collectif de plusieurs acteurs, entre autres du monde associatif, qui travaille là-dessus depuis quelques années. L'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, ce serait d'avoir donc, on cotiserait classiquement comme aujourd'hui pour la Sécu, et chacun recevrait tous les mois 150 €, quels que soient les revenus. Ces 150 € pourraient être utilisés uniquement pour de l'alimentation, mais pas n'importe quelle alimentation, une alimentation choisie. On dit une alimentation choisie parce qu'on ne pourra pas utiliser ce montant-là chez n'importe quel producteur, chez n'importe quel distributeur, n'importe quel commerçant ou n'importe quel restaurateur. Il faudra que l'alimentation en question réponde à des critères de conventionnement, un peu comme pour la santé aujourd'hui. Et ces critères de conventionnement ne seraient pas décidés arbitrairement, mais découleraient d'une phase de montée en compétence, de sensibilisation d'un groupe de citoyens. Un peu comme pour la Convention citoyenne pour le climat, où en fait, pendant un an, par exemple, ils seraient sensibilisés à tous les enjeux de l'alimentation. Donc quand on parle des enjeux de l'alimentation, ça va des enjeux agricoles, environnementaux, de conditions de travail, de santé, de nutrition, de conditions d'accès. Donc c'est assez global. Pour pouvoir, à l'issue de cette convention-là, définir des critères sur lesquels on basera en fait les conventionnements, chez qui on pourra utiliser l'argent de la Sécu de l'alimentation. Donc ça, c'est le projet national. C'est un projet qui nécessiterait du coup qu'une loi soit votée un jour. Et donc aujourd'hui, il y a des dynamiques qui se lancent un peu partout sur le territoire français pour expérimenter des formes différentes de sécurité sociale de l'alimentation. Donc on ne parlera pas de sécurité sociale de l'alimentation, on parlera, selon les territoires, de caisses d'alimentation. L'idée, c'est de s'inspirer aussi de ce qui avait été fait pour la Sécu de la santé, au sortir de la guerre, donc on a voté une loi pour nationaliser la sécurité sociale, à la base qui étaient plutôt des initiatives locales ou de filières. On avait la caisse des métallurgistes, la caisse des sidérurgistes, etc. Donc aujourd'hui, on fait un peu pareil sur plusieurs endroits de France. On a à Montpellier des expérimentations, à Bordeaux, dans l'Ariège et dans l'Aude qui vont se lancer bientôt, du côté d'Avignon, à Strasbourg, à Clermont. Toutes les expérimentations se font de manière assez différente et assez différente toujours. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire un retour d'expérience ensuite sur comment ça a fonctionné, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis de multiplier les initiatives pour que, une fois qu'elles sont en fonctionnement, il y ait de quoi se baser pour proposer une loi de création d'une sécurité sociale de l'alimentation. Plus concrètement, du coup, sur le territoire toulousain, on est donc une douzaine de partenaires, comme je vous disais, pilotés par l'INRAE, donc l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, parce que c'est un projet de recherche-action, donc avec une analyse scientifique qui est faite depuis l'amont du projet jusqu'à l'aval, pour évaluer en fait la capacité transformative de ce projet-là sur le système alimentaire toulousain, pour voir dans quelle mesure on a réussi ou pas avec un projet de ce type-là, à modifier les habitudes de consommation, à modifier les habitudes de production, de distribution, à influer sur le système alimentaire. Et donc, plus concrètement, on a 4 caisses qui sont en lancement, donc 2 qui sont plus avancées. La caisse du Nord toulousain, donc portée par Eden, toujours pilotée par l'INRAE, et donc qui concerne les quartiers des Isards, Trois-Cocus, Bordeaux-Rouge, La Lande, et puis les villes d'Aucanville et Launaguet. On a le Sud, qui est sur le Sicoval, avec Castanet et Ramonville particulièrement, et porté par l'association Caracol. Ensuite, on a en développement aujourd'hui, c'est un peu moins avancé,
mais c'est sur les mêmes voies. Les quartiers Est avec Montaudoran, Saint-Exupéry, voilà, et le quartier Ouest avec les Pradettes. Aujourd'hui, au nord, on est sur la phase de sensibilisation, donc la phase de montée en compétences que je vous évoquais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle ne sera pas exactement celui de la Sécu, forcément, puisqu'on ne peut pas appliquer la même chose à l'échelle locale. Donc là, le fonctionnement de la caisse qui est prévu, c'est d'avoir chacun qui cotise en fonction de ses revenus, et à la fin, tout le monde reçoit la même somme, et cette somme-là permettra, donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de conventionner certains professionnels de l'alimentation ou certains produits chez qui les personnes de la caisse pourront utiliser leur monnaie de caisse. Donc on est sur la phase de sensibilisation, on a un groupe d'une cinquantaine d'habitants qui suit régulièrement des ateliers sur un programme pédagogique qui essaye d'être le plus complet possible pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aborder tous les sujets qui ont trait aux enjeux alimentaires. Et d'ici le mois de janvier, ces personnes-là vont se regrouper pour définir plus concrètement l'organisation de la caisse. C'est-à-dire qu'on aura passé la partie enjeux, sensibilisation et choix des critères, et on rentrera sur la partie opérationnelle, organisationnelle. Quels sont les seuils de cotisation, selon quel barème de revenus on décide qui cotise combien, comment on s'organise, quelle est la gouvernance, quel est le système monétaire aussi, puisque à l'échelle locale, il va falloir pouvoir s'assurer que la monnaie qui rentre dans la caisse mutuelle d'alimentation soit bien réutilisée chez les producteurs conventionnels. Comment suivre, en fait, comment tracer ce flux et pas juste donner de l'argent et ensuite on ne vérifie pas que c'est bien les professionnels conventionnés qui vont avoir... on ne s'assure pas que ce soit bien fléché à l'endroit où c'était le but originel. L'objectif, ce serait donc qu'en juillet 2024, cette caisse puisse se lancer, puisse rentrer en fonctionnement pur. Et ensuite, à partir de là, tous les habitants qui seront intéressés de s'y joindre pourront rejoindre la caisse et participer à son fonctionnement, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit juste par la cotisation et ensuite le fonctionnement classique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Jean-Baptiste. Donc, Hélène Morel, après la question de l'alimentation, il y a la question du logement. Alors, je crois que dans un lointain passé, on a trouvé un mode solidaire de financer le logement, un mode de financement qui est actuellement mis en question. Qu'en est-il donc du financement du logement social ? Donc, effectivement, je trouve ça intéressant de travailler sur les innovations et le dispositif sur lequel je fais ma thèse est une innovation en matière de logement et de financement du logement. C'est intéressant aussi quand même de se retourner sur ce qui a été fait en termes de mutualisation des efforts financiers dans le passé. Et effectivement, la sécurité sociale est menacée par certains aspects et le logement social est aussi menacé actuellement. Du coup, c'est intéressant aussi de voir ce que les batailles à mener, elles sont aussi dans la préservation de systèmes existants qui peuvent être extrêmement performants et qui sont aujourd'hui mis à mal. Donc, je voulais faire juste la première partie peut-être sur le financement du logement social aujourd'hui et en quoi c'est intéressant de voir les systèmes de mutualisation qui existent. Et puis peut-être dans un deuxième temps, du coup, faire un petit point sur le dispositif que j'étudie dans le cadre de ma thèse, qui est beaucoup plus innovant. Juste par rapport au logement social, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs échelles de mutualisation dans le logement social. Le logement social, les premières lois sur le logement social datent de la fin du 19e siècle parce qu'il y avait la constatation que les ménages modestes n'arrivaient pas à se loger dans le marché du logement classique. Et ça a été renforcé et institutionnalisé à la fin de la guerre, un peu comme la sécurité sociale. Donc on est vraiment sur le principe de propriété sociale, en fait, de se dire que pour les gens qui ne sont pas propriétaires, qui ne peuvent pas s'asseoir sur un capital financier, immobilier ou financier, pour arriver à répondre à tous leurs besoins, il y a la possibilité de mutualiser l'argent, de mettre en commun un certain nombre de choses pour s'assurer que dans la vie, on est toujours en sécurité, quelle que soit sa situation, son âge, etc.
donc le modèle tel qu'il fonctionnait un peu dans l'esprit, c'est de se dire, à la fois il y a du financement de l'État, alors du financement direct en subvention, et puis il y a du financement via de la fiscalité qui est amoindrie sur le logement social, sur la production de logement social, dans l'idée qu'on met de l'argent au départ, ça permet de construire à un prix limité, et ça sort des loyers qui sont relativement bas pour que des gens qui ont peu de ressources puissent avoir un logement décent, bien placé, de qualité, etc. Donc il y avait l'argent de l'État, et puis il y a aussi des systèmes de mutualisation, alors via d'une part la cotisation des entreprises, donc à partir de... Ça c'est un peu comme la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'au début il y a des entreprises, notamment dans le Nord, qui se sont dit tiens, on va se mettre ensemble et puis on va mettre de l'argent de côté pour aider nos salariés à se loger. Et ça a été généralisé juste après la guerre par une cotisation devenue obligatoire, mais qui est gérée un peu comme la sécurité sociale. C'est pas géré par l'État, c'est pas une taxe, c'est une cotisation, donc c'est géré par une gouvernance paritaire. Donc ça c'est intéressant aussi. Et il y a des batailles beaucoup aujourd'hui, on l'entend, donc l'organisme aujourd'hui s'appelle Action Logement. Et puis, il y a les prêts de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, les prêts de la Caisse des dépôts et consignations, ça passe par le livret A, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre de l'argent sur un fonds d'épargne. C'est le livret A, qui est rémunéré, pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc, on met de l'argent sur le livret A. Et en fait, qui gère le livret A? C'est la Caisse des dépôts et consignations qui va récupérer cet argent-là et qui va, à partir de cet argent mis par des épargnants, prêter pour des investissements d'intérêt général, et notamment dans le logement social, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts et consignations va faire des prêts à des taux très bas, et surtout qui sont les mêmes pour tous les organismes HLM partout en France, pour construire du logement social. Donc on a plusieurs formes de mutualisation et de redistribution de l'argent dans le modèle du financement du logement social. À la limite, on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que fait l'État depuis quelques années, alors ça date notamment en 2016, l'État a commencé à mettre, moins d'argent en termes de subventions, et puis en 2017, vous avez tous entendu parler, donc la réduction des APL. La réduction des APL, elle est pour tout le monde, mais en plus, pour le logement social, la réduction est plus importante que pour les gens qui habitent dans n'importe quel autre logement, et ça doit être compensé par les organismes HLM. Donc ça a coûté énormément d'argent aux organismes HLM. En plus, il y a des taux de TVA qui sont moins diminués que précédemment, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un taux de TVA à 5,5 pour construire. Les taux de TVA aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, il est à 10, donc c'est relativement finalement plus élevé. Et puis en plus, l'État met de moins en moins au pot en termes de subventions pures, et donc du coup impose que les collectivités, donc on n'est pas sur le même niveau de distribution, c'est pas une redistribution nationale, mais c'est une redistribution au niveau de la collectivité, donc la collectivité est obligée de mettre de l'argent, et surtout, les organismes HLM sont obligés d'emprunter beaucoup plus. Donc ce problème de ressources en fait dans le logement social est aujourd'hui un peu en train de craquer, c'est-à-dire que là où on demande aujourd'hui au logement social de produire plus de logements parce qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'habiter dans le logement social, les demandes ont augmenté, et où on leur demande de réhabiliter parce que pour les normes techniques, les normes thermiques surtout, les normes de confort, on demande tout cet effort au logement social, et aujourd'hui il n'est plus en capacité parce qu'il a plus, ça circule plus, on lui a ponctionné beaucoup trop d'argent, et les modalités de financement ont trop baissé. Donc, j'incite à se mobiliser pour essayer de préserver des outils de mutualisation qui sont anciens et qui sont extrêmement efficaces quand ils sont bien utilisés. Et sur la partie accession, je ne prends pas trop de temps, la politique du logement, elle a toujours été, on fait du locatif, mais on fait aussi on encourage aussi l'accession sociale à la propriété. Alors ça pose tout un tas de débats philosophiques, est-ce que la propriété privée du logement, c'est pertinent ou pas? Mais je ne rentre pas là-dedans. Du coup, il y a cette idée d'aider les ménages qui ne peuvent pas acheter spontanément dans le marché libre un logement, à acheter un logement malgré tout avec des aides publiques. Ce qui est intéressant, moi ce que je trouve intéressant, c'est il y a tout un secteur, et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date déjà
dans l'après-guerre, il y avait déjà ce système. Non, dans l'entre-deux-guerres, il y avait déjà des systèmes comme ça qui sont entre l'accession et la location. C'est-à-dire se dire, on achète une partie de la propriété, une partie des droits, mais peut-être pas la totalité complète, ou alors on la partage avec un autre acteur, ce qui permet à la fois d'aider au financement, c'est-à-dire qu'il y a une forme de mutualisation par la mise en commun, par la participation d'acteurs extérieurs, et en même temps, ça fait un parc de logements qui est en propriété semi-collective. Donc les gens sont à la fois un peu locataires, un peu propriétaires. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Dans l'entre-deux-guerres, ça prenait la forme de système qui s'appelait la location-attribution. Donc les gens, ils payaient tous les mois un loyer et en même temps ils achetaient des actions dans une coopérative. Ça a été arrêté en 1971, ça a été supprimé. Il y a aussi un qui travaille dans une structure qui met en place la SCI-APP, la Société Civile Immobilière d'Accession Progressive à la Propriété, qui est une forme de résurrection de ce système-là. Et le système sur lequel je travaille, moi, c'est un système où on se dit la problématique principale pour devenir propriétaire aujourd'hui, c'était la hausse des prix du foncier. Alors maintenant, en plus, il y a des hausses de coûts de construction parce que inflation, etc. Mais depuis 20 ans, le principal problème, c'était le fait que le terrain coûtait de plus en plus cher parce que les effets de marché faisaient monter le prix du logement. Et donc l'idée, c'est de sortir, entre guillemets, une partie de la propriété, et par exemple la propriété du sol, de l'équation de la propriété, c'est-à-dire que les gens achètent des droits, mais pas la propriété complète du logement. Et l'autre bout de propriété est possédé par un organisme de foncier solidaire, dont le boulot est d'acheter le terrain, de faire construire dessus un immeuble, et puis de vendre des droits à des ménages, mais ça sur un temps très 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 long. Ce qui fait qu'au lieu que le ménage finance sur 25 ans avec son emprunt la totalité du coût de l'opération, il fait un emprunt sur 25 ans pour acheter des droits, et le reste du coût de l'opération est payé par cet organisme de foncier solidaire avec des prêts de très très long terme, avec des subventions potentielles de collectivités, avec des aides fiscales puisque la TVA est réduite, etc. Et donc ça permet en fait de baisser le coût du logement, de mutualiser puisque les gens vont payer le remboursement des emprunts, vont payer leur part foncière par une redevance qu'ils payent tous les mois, qui est relativement limitée, mais qui va du coup permettre de mutualiser l'effort, c'est-à-dire qu'il y en a un qui paye pendant 10 ans, puis il y en a un qui paye pendant 20 ans, puis il y en a un qui paye pendant 15 ans, puis voilà, chacun va venir mettre sa petite pierre pour construire, et le fait que les gens ne soient propriétaires que de droits et pas de la propriété complète, ça permet d'encadrer ce droit, et notamment d'encadrer le prix de revente. Donc les gens sont propriétaires de droits, ils l'ont acheté 100, quand ils revendent à un prix actualisé 105, 110, à voir quel est l'indice mis en œuvre. Mais le logement, du coup, reste abordable pour les ménages modestes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des efforts pour aider à l'accession à la propriété et puis que ce soit complètement perdu, on est en train de créer un parc de logements qui sera durablement hors du marché et abordable pour les ménages modestes. Donc c'est un droit d'usage que l'on achète. Exactement, oui, un droit d'usage. Enfin, on est dans une fac de droit, alors c'est un droit réel. Est-ce qu'on a des exemples de fonctionnement de ce type qui fonctionnent à l'heure actuelle dans d'autres pays européens? Alors, ça c'est un modèle dont l'influence vient des États-Unis. C'est un système qui s'appelait les Community Land Trust aux États-Unis, qui existe depuis les années 70, qui a été monté par des fermiers noirs américains pendant la lutte des droits civiques, plutôt au départ sur des fonciers agricoles, et puis finalement ça s'est développé sur l'habitat. Donc c'était ça l'illustration de départ, mais ça fait écho à plein d'autres mouvements, et ce modèle-là s'est diffusé à la fois dans des pays du Nord, donc en Angleterre, en Belgique. En Belgique, il y a un community land trust assez formidable à Bruxelles, où eux, ils ont en plus un gros travail sur la gouvernance et sur la participation des ménages à la gouvernance. En France, on a encore quelques efforts à faire, même si la plupart des organismes qui se sont créés de ce type-là sont en forme de SIC, donc du coup avec participation des habitants à la gouvernance.
mais c'est encore quelque chose qui est un peu au départ de... C'est très neuf en France, hein, donc c'est pour ça qu'on est encore dans les premiers temps. Et après, c'est un modèle, le modèle américain, qui s'est aussi développé dans les pays du Sud, et notamment sur la régularisation d'occupation illicite de terrain par des gens qui habitaient notamment dans des bidonvilles. Et donc une manière pour les gens d'être sécurisés sur la terre, parce que là on n'est pas sur des bidonvilles qui ont 6 mois, hein, c'est des gens qui habitent sur ces terrains-là depuis 40 ans, où il y a eu plusieurs générations, où les gens ont construit des vraies maisons, se sont investis dans le quartier, etc. Donc il faut à la fois rendre ces quartiers plus salubres et en même temps sécuriser l'occupation des gens, parce que même s'ils sont là de manière illicite, en fait ils habitent là. Ils se sont investis là, donc c'est une manière de leur donner des droits, et si on leur donnait des droits individuels sur le logement, ils seraient à la merci du marché, parce qu'il y a un promoteur qui pourrait venir et dire je vous rachète, et puis moi je ferai un gros building, puisque souvent c'est des gens qui étaient en périphérie de la ville, mais au bout de 40 ans, en fait, ils sont complètement dans la ville. Donc au lieu d'être à la merci du marché, en fait, c'est une propriété collective qui protège les gens contre des promoteurs qui viendraient essayer de leur acheter des terres. Merci, Hélène Morel. Donc en matière de financement solidaire, on a le modèle maintenant ancien des cigales, Yves Decoeur. Qu'en est-il aujourd'hui des cigales et est-ce que c'est encore un modèle pertinent? Alors, est-ce que c'est un modèle pertinent? Je vous laisserai juge. Simplement, la table ronde, elle s'appelle « Se réapproprier son argent ». Et on peut se demander effectivement en quoi un club d'investissement rentre dans un intitulé comme celui-ci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un certain nombre de mouvements de réappropriation. J'en veux pour exemple, un premier exemple, c'est se réapproprier son alimentation, la façon de s'alimenter. Je crois qu'on assiste aujourd'hui véritablement à une reprise de la maîtrise de son alimentation. Autre exemple, peut-être aussi la façon de s'habiller, ou les matières qu'on va utiliser pour s'habiller. Autre illustration peut-être, c'est se réapproprier sa vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on gère sa vie professionnelle n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 10 ou 15 ans. Et on sent qu'il y a un mouvement qui consiste en fait à avoir la maîtrise de sa vie professionnelle, beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Et je vais essayer de vous montrer en quoi les clubs cigales, je dirais, illustrent la façon de se réapproprier son argent, ou son épargne plus exactement. Alors, un club cigale, il y a 200 clubs cigales en France. Effectivement, c'est un mouvement qu'on peut qualifier d'ancien, puisqu'il a 40 ans cette année. 200 clubs cigales, à peu près 2500 membres de clubs cigales. La région Occitanie, il y en a très peu. Il y avait en fin 2022, il y avait 3 clubs cigales, et on va passer à 5 à la fin d'année 2023. Alors, je vais essayer d'être très pratico-pratique pour vous montrer ce que c'est qu'un club cigale et comment ça fonctionne et en quoi justement ça répond à ou ça illustre le fait que les membres d'un club cigale ont envie de se réapproprier leur argent. L'objectif d'un club cigale, c'est d'investir, je reviendrai sur ce mot investissement, d'investir dans des projets locaux qui ont un certain nombre de vertus dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors vous savez comme moi, peut-être mieux que moi, que l'économie sociale et solidaire, c'est très vaste. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, je suis sûr que si on interrogeait tous les gens qui sont ici, on aurait des définitions assez variées et assez différentes de l'économie sociale et solidaire. Bon, on peut quand même y mettre des choses en termes environnementaux, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'insertion sociale, et je mets 3 points de suspension. Je ne suis pas sûr que 3 points ça suffise, j'en ai au moins 5 ou 6 de points de suspension. Donc les clubs cigales, ce sont des clubs qui ont entre 5 et 20 membres. Chaque personne verse au club une somme au rythme qui lui plaît. Ça correspond à peu près à un minimum de 7,50 € par mois, si ma mémoire est bonne, et ça peut monter jusqu'à 2 000 € par an, à peu près. Et donc le club se constitue d'une cagnotte, donc compte tenu du financement de chacun de ses membres, et cette cagnotte,
ils l'utilisent pour investir donc dans des projets. Alors, quand je dis investir, c'est un investissement évidemment financier, mais pas que. Financier, alors pour vous donner un ordre de grandeur, chaque personne d'un club Cigale en moyenne épargne de l'ordre de 30 €, ce qui correspond pour un club d'une dizaine de personnes à environ 3 000 € par an, quoi. 2 500 à 3 000 € par an. Et donc ça veut dire qu'au bout d'un an, on a 2 500 ou 3 000 € qui sont venus enrichir la cagnotte et on décide donc d'investir cet argent dans un projet. Alors encore faut-il trouver des projets qui puissent nous intéresser. Donc c'est une des difficultés auxquelles on fait face, mais on arrive à trouver, et je dirais plus on est connu, plus les porteurs de projets viennent nous voir et viennent frapper à notre porte. Alors je peux vous donner l'exemple d'un club dont je fais partie ici à Toulouse, qui a 7 ans d'âge. Il y a un deuxième club de la région toulousaine qui vient de naître il y a l'été dernier, et je salue ici l'un de ses représentants, qui est Tapis Brac. Mais si je vous donne des exemples, on a investi aujourd'hui, en 7 ans, on a investi dans 5 projets. Alors je ne vais pas de façon exhaustive vous tous vous les décrire, mais il y en a un premier dont on est en train de sortir, parce qu'au bout de 5 ans, l'objectif, c'est on aide un projet souvent à sa naissance, et au bout de 5 ans, on en sort. Un premier projet qui s'appelle Petit Bio, qui est à Lévignac, et qui propose et livre des repas qu'il confectionne lui-même pour des cantines de crèche. Donc ça, c'est une société à capital, et on est rentré dans le capital, en dessous de la minorité de blocage, bien évidemment, et on est en train d'en sortir. Et on avait investi à l'époque 2 500 €. Deuxième projet, c'est un projet de ressourcerie à Saint-Lys, qui s'appelle Récupalis. Certains connaissent peut-être. Les ressourceries, il y en a beaucoup maintenant, mais c'est une ressourcerie qui fonctionne bien. Troisième projet, je m'arrêterai là dans la description, c'est un projet qui est une association qui s'appelle Éthique, et c'est son projet qui s'appelle Emboîte le plat. Je ne sais pas si vous connaissez, ils sont sur Toulouse, et ils proposent donc des contenants en verre qu'ils vous proposent, moyennant consigne, et qu'ils font tourner, qu'ils récupèrent dans un certain nombre de points de collecte, afin d'éliminer tous les déchets, style boîte de McDo et compagnie, que vous pouvez trouver un peu partout, pour des personnes qui achètent, lorsqu'on va chercher de la nourriture, aussi bien dans un food truck que dans des restaurants qui font de la vente à emporter. D'accord ? Voilà quelques exemples. Et nous, notre objectif, si vous voulez, c'est véritablement d'aider un projet à démarrer. Alors, on ne cherche pas à perdre de l'argent, on ne cherche pas à en gagner non plus, mais on n'est pas un fonds de pension américain, ce que je dis toujours, on sera beaucoup plus satisfait d'avoir aidé un projet à démarrer, à prendre son envol, dont on va sortir au bout de 5 ans, que d'un éventuel gain financier qu'on aura fait en sortant au bout de ces 5 ans. Alors, une dimension aussi à laquelle on attache beaucoup d'importance, c'est l'accompagnement du porteur de projet. Il n'est pas rare que le porteur de projet se sente un peu seul, surtout au début de son projet. Il a plein de bonnes idées, il fait un business plan, mais il aimerait bien avoir un regard un peu extérieur, un regard un peu critique dans le bon sens du terme, pour voir si ce à quoi il a pensé tient la route. Enfin, ça ne veut pas dire que nous on est détenteurs de la vérité, pas du tout, mais on a au moins un œil extérieur, puis on pose des questions, et puis on fait éventuellement bénéficier le porteur de projet de notre bon sens en lui disant, par exemple, je sais pas, tu as compté ça, sur quoi tu te bases, est-ce que tu es sûr de ça, est-ce que tu as pensé à ceci, est-ce que tu as pensé à cela. C'est pour l'aider à solidifier véritablement son projet. Donc cette dimension accompagnement, et si on n'a pas la réponse à ces questions, on peut avoir aussi un réseau le réseau de connaissances qui peut lui apporter d'éventuelles réponses ou d'éventuels conseils. Donc voilà, en 2 mots, donc un soutien financier, enfin une aide financière, un accompagnement. Je reviens sur l'aide financière qui est, je vous ai dit, de l'ordre de 2 500, 3 000 € pour un club Cigale, c'est cet ordre de grandeur. Nous, personnellement, le plus faible qu'on ait fait, c'est 2 500, le plus gros, c'est 4 000.
d'une part, ça peut avoir un effet levier auprès des organismes bancaires, hein, parce que ça vient s'ajouter à l'apport personnel du porteur de projet. Et vis-à-vis d'une banque, ben, ma foi, quand on a plus d'apport personnel, on peut avoir un effet levier pour emprunter un petit peu plus. Et il y a aussi un effet qui est tout à fait intéressant, c'est un effet de crédibilité du projet qui est augmenté à partir du moment où il y a des gens qui ont regardé leur projet et qui manifestement dans le Club Cigale ont dit ben, nous on croit dans ce projet et on y va, on l'accompagne. Voilà. Un des derniers points que je voulais vous dire aussi pour le fonctionnement d'un Club Cigale, c'est on se réunit à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend je dirais à quel stade de la création du club on est. Chaque personne qui investit, c'est pas parce qu'une personne investit 50 € par mois que sa voix sera 5 fois plus prépondérante que la personne qui investit 10 € par mois, lorsqu'il s'agit de choisir un projet. Et ce sont les membres du Club Cigale qui choisissent le projet dans lequel ils veulent investir. Nous, dans notre club, tous les choix se sont faits à l'unanimité. Bon, donc, il y a aussi des clubs, je sais, qui existent, qui disent, il y a un club à Bagnols-sur-Mer, là, dans la région de Perpignan, qui a décidé de dire, ben, nous, on financera des projets qui ont trait à la mer, qui se rapportent à la mer. Bon, nous, on a décidé de ne pas faire, entre guillemets, de cahier des charges des projets qu'on souhaitait soutenir, parce qu'on aurait été, je pense, bien incapable de faire un cahier des charges. Et puis on aurait certainement oublié plein de choses. Et puis il y a des projets qui peuvent être super sympas et on dit s'il ne rentre pas dans le cahier des charges, mais il est trop bien ce projet. Donc ça serait dommage de se retrouver coincé par notre propre cahier des charges. Et autre point, moi je dirais, qui est extrêmement important, c'est qu'il y a aussi le feeling qui passe avec le porteur de projet, quoi. Et ça ne peut pas s'écrire sur un cahier des charges, et heureusement que ça ne peut pas s'écrire sur un cahier des charges. Mais c'est très important. Un porteur de projet qui vient avec un projet intéressant et avec qui le courant ne passe pas forcément, on hésitera. Si le courant passe bien, ça facilitera les choses, quoi. Et on sera content d'y aller. Et tout dernier point, je ne veux pas être trop long, mais tout dernier point sur lequel je voulais venir, c'est qu'aujourd'hui, donc je vous ai parlé de 200 clubs Cigale en France, 3 en Occitanie en fin d'année dernière, on est en train de passer à 5 fin 2023. Et c'est extrêmement frustrant, je dirais, d'avoir des projets qui valent vraiment le coup, qui font vraiment envie et qu'on ne peut pas aider parce que la dimension à laquelle on attache une grosse importance, qui est la dimension accompagnement du porteur de projet, ne peut pas s'exercer parce que le porteur de projet est loin. Avant-hier, j'ai reçu une demande d'un porteur de projet qui se situe en Lozère. Bon. Même si son projet est sympa, jamais on n'aura pas des liens pour aller le voir comme ça, pour savoir si tout va bien, si le moral est bon, où est-ce qu'il en est de son projet, avoir des liens de proximité avec quelqu'un qui se situe à 3 heures de route de Toulouse. Donc c'est pour ça que notre objectif au niveau de l'association régionale des clubs Cigale d'Occitanie, c'est d'augmenter fortement le maillage des clubs sur la région Occitanie. Aujourd'hui, on a que 2 pôles. On a Toulouse et Perpignan. Donc vous voyez, des projets sympas en Ariège, des projets sympas dans les Hautes-Pyrénées, en Aveyron, etc., dans le Lot. Et quand je vous fais pas la liste des départements, mais je vous fais la liste de projets où, je dirais, à contre-cœur, on a été obligé de répondre, écoutez, non, on ne peut pas y aller, allez voir d'autres investisseurs potentiels. On aurait bien aimé, mais on est trop loin, quoi. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est véritablement d'augmenter le maillage des clubs, d'augmenter le nombre de clubs et le maillage des clubs sur la région. Je vous remercie.